Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici notre sommaire du jour. Mon invité, c'est Franck Gledel, le président de PKF Arcilon, cabinet de conseil qui devient entreprise à mission. Pourquoi ce choix? Quels engagements, quelles actions pour mettre en œuvre cette mission? Réponse dans une minute. Dans le Zoom de ce Smart Impact, on va décortiquer la perception des consommateurs et des entreprises sur les politiques RSE avec les résultats d'une étude menée auprès de 19 000 personnes dans 10 pays différents. Et puis dans notre rubrique qui est consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai les boissons bio et innovantes d'Habitus Drink. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti! L'invité de Smart Impact, c'est Franck Gledel. Bonjour. Bonjour Thomas, merci de me recevoir. Bienvenue à vous. Vous êtes président de PKF Arcilon. On va parler de votre choix de devenir entreprise à mission. C'est pour ça qu'on a décidé de vous inviter. Mais d'abord, il faut nous présenter votre entreprise. Quels sont vos métiers ? Alors, PKF Arcilon, c'est un des acteurs leaders en France aujourd'hui dans les métiers du conseil du chiffre. Alors, les métiers du conseil du chiffre, ça recouvre beaucoup de choses. L'accompagnement des entreprises en qualité d'experts comptables, de conseil, d'auditeurs, ce qu'on appelle commissaire aux comptes dans notre jargon, et puis aussi toute l'activité de consulting, de conseil au développement des entreprises, des territoires. Et il faut peut-être raconter en quelques mots l'histoire de PKF Arcilon. C'est une entreprise française ? C'est une entreprise française et c'est une très très belle histoire. C'est une histoire qui a commencé il y a un peu plus de 10 ans de ça, où un certain nombre d'associés qui travaillaient dans ce qu'on appelle dans notre jargon un big, c'est-à-dire un des acteurs leaders au niveau international dans les métiers du conseil, qui avions décidé de redynamiser, de redévelopper, de redéployer des activités de conseil à destination des entreprises de nos territoires en France. C'est-à-dire d'essayer d'apporter le meilleur de l'expertise que nous avions développée, mais au bénéfice d'un marché de proximité. Et en 10 ans, vous avez bien grandi ? En 10 ans, on a bien grandi puisque de quelques dizaines d'associés, nous sommes aujourd'hui à peu près 1 millier de personnes sur le territoire, répartis sur 35 bureaux, voilà, avec notre capacité de livrer et d'accompagner les entreprises patrimoniales partout en France. Avec, j'ai vu ça en préparant l'émission, une offre spécifique autour des enjeux de durabilité. Depuis quand existe-t-elle et en quoi elle consiste ? Alors déjà, elle est essentielle pour nous, elle fait partie de notre ADN aujourd'hui parce que, comme vous le disiez, nous sommes nous-mêmes passé entreprise à mission. Donc ça fait partie aujourd'hui, on va dire, de notre ADN, mais aussi avec la volonté d'aider à transformer et nos clients à se transformer avec cette dimension RSE, en apportant de manière transverse un plus à nos clients de manière à les aider à se transformer. Vous l'avez utilisé, cette offre, pour réaliser déjà votre propre bilan carbone, réfléchir à votre raison d'être, à votre mission ? Oui, alors on voulait éviter l'adage, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Pour réussir cette transformation, nous avions nous-mêmes besoin de faire notre propre introspection. Ce que nous avons fait, parce que nous sommes un groupe assez jeune, on avait besoin aussi de trouver un bon alignement entre nos objectifs, on va dire, financiers, comme toute entreprise, et puis aussi notre raison d'être, ce que nous voulions devenir. Voilà. Mais un cabinet de conseil, c'est une petite empreinte carbone. Enfin, vous n'êtes pas une industrie. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors, bien sûr, il faut relativiser les choses. Nous n'avons pas le même impact environnemental que d'autres entreprises. Par contre, notre impact social, notre impact sociétal, il est essentiel parce que aider les entreprises à se transformer, c'est avoir un impact extrêmement positif sur notre environnement. Et vous avez donc défini, puisque ça, on est dans le cadre de la loi Pacte, on définit sa raison d'être, et puis ensuite on décide de devenir une entreprise à mission. Alors c'est quoi votre raison d'être ? Alors tout à fait, Thomas, c'est un point qui est extrêmement important. C'est un petit peu la colonne vertébrale de notre mission, cette raison d'être. Pourquoi on se lève le matin ? C'est la question qu'on se pose. Exactement. Quand on définit sa raison d'être. Pourquoi nous et nos équipes sommes là et pourquoi nous interagissons avec notre environnement. La raison d'être pour nous, c'est relativement simple. C'est la capacité que nous pouvons avoir à essayer d'unir nos personnes autour d'un projet, celui d'accompagner les acteurs du territoire, les acteurs économiques, en leur apportant quoi ? En leur apportant de la sérénité, en leur apportant de la vision dans le développement de leurs projets, tout en contribuant au développement des territoires
et de l'humain. Voilà, c'est ça notre raison d'être. Donc l'ancrage territorial est une dimension très importante. Essentielle. Quand on devenir entreprise à mission pour un cabinet de conseil, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous inscrivez votre raison d'être dans vos statuts, très bien, mais qu'est-ce que ça représente? Des contraintes, des engagements particuliers? Alors déjà, je crois qu'on ne se décrète pas comme étant entreprise à mission en disant voilà, on a défini notre raison d'être, nos statuts ont été modifiés et par conséquent, nous sommes aujourd'hui entreprise à mission. Ouais. Non, c'est dans le temps qu'on va le vérifier. Voilà, c'est un objectif. Et c'est un objectif de transformation profond, de manière à créer un parfait alignement des 1000 hommes et femmes qui travaillent au sein de PKF Arcilon en essayant de délivrer les objectifs qui sont les nôtres. Voilà, c'est ça être entreprise à mission, c'est tendre au quotidien vers ces objectifs. On va reprendre certains de ces objectifs, je les ai devant moi. Concevoir et mettre en œuvre des solutions pluridisciplinaires, sur mesure et innovantes, en restant proches et à l'écoute de nos clients. Bon, je lis ça, je me dis... à peu près toutes les entreprises de conseil pourraient avoir cet objectif-là. Mais qu'est-ce que ça va changer, le fait d'être devenu une entreprise à mission, dans l'accompagnement des entreprises, dans l'accompagnement de vos clients? Alors, des choses relativement simples, mais des choses qui sont simples, mais qui sont essentielles. Tout d'abord, on a un objectif, c'est véritablement celui d'unir, de fidéliser et de faire grandir nos propres équipes, de façon à ce qu'elles puissent s'inscrire sur les territoires. La notion de territoire est pour nous extrêmement importante et c'est peut-être un élément de différenciation, c'est que lorsque des collaborateurs, des équipes de PKF vont conseiller leurs clients, ce sont des personnes qui sont inscrites dans le territoire où elles apportent leur mission de conseil. Ça veut dire que, grosso modo, vous n'allez pas avoir un consultant qui va venir de l'autre bout de la planète ou de l'autre bout de la France pour vous conseiller sur un sujet, puis qui va disparaître et qui ne sera pas ensuite ancré dans le territoire. Donc cet ancrage au territoire dans la durée est déjà un élément extrêmement important. Est-ce que ça veut dire, pardon de vous interrompre, mais vous nous dites 1 millier de collaborateurs, vous aviez déjà ce maillage territorial qui vous permet d'inscrire cet objectif dans vos missions, ou alors il a fallu, ou il faut encore le densifier? Il faut le densifier pour pouvoir apporter des expertises de haut niveau en proximité. Il est là le défi. Ouais. C'est-à-dire avoir la capacité à présenter des consultants qui portent des technicités de très forte valeur ajoutée, tout en ayant cette notion de proximité. Et alors, ces objectifs sociétaux qui sont inscrits dans votre mission, comment vous les déclinez au niveau régional? Est-ce que ça veut dire que évidemment, c'est pas les mêmes partout? Pourquoi c'est le bon niveau à la fois d'expertise et d'action? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Si on veut avoir un impact sur notre environnement, sur la société, ça doit s'inscrire dans cette notion de proximité. Et puis ça doit aussi s'inscrire dans une notion de transversalité, c'est-à-dire que nous travaillons toute la journée, nos équipes travaillent avec les chiffres, on va dire, pour faire simple. Ouais. Et donc, quand on travaille dans ce domaine, on peut être assez éloigné de tout ce que sont les problématiques environnementales. Donc, l'idée, c'est de réconcilier ces deux éléments en proximité. Par exemple, un client vous demande un business plan sur un sujet, il a besoin de développer, il a besoin de faire des investissements. Le fait, en transversalité, d'intégrer une dimension RSE dans notre approche de manière systématique auprès de chacun de nos collaborateurs peut changer la donne au plus proche de notre client et plus proche des territoires. Ce qui veut dire que, par exemple, demain, avec PKF Arcilon, notre ambition va être, lorsqu'on va apporter ce type de mission, à la fois de décliner les objectifs financiers de notre client, mais aussi de lui apporter un autre angle de vue, une autre vision sur ce que peut être l'impact social, environnemental des actions qu'il s'apprête à prendre. Est-ce que ça vous arrive d'être, comment je peux dire ça, à l'origine d'eux, c'est-à-dire d'avoir un client qui arrive en disant bon ben voilà, je veux simplement une expertise comptable ou du chiffre comme vous nous dites, et puis vous leur dites non mais attendez là, pardon mais vous êtes à côté de la plaque, il faut absolument avoir une vision environnementale, une vision sociétale dans votre stratégie. Ce que vous décrivez, c'est exactement l'objectif qui est le nôtre. C'est de pouvoir le décliner auprès de nos 1000 collaborateurs. C'est-à-dire que cet ADN-là, qui est en phase et aligné avec notre mission, eh bien, puisse transparaître dans l'action de chacun de nos collaborateurs, quelles que soient les missions qu'ils réalisent. Et effectivement, c'est un moyen de pouvoir avoir un impact et peut-être de faire
changer de point de vue, ou en tout cas d'aider notre client à intégrer ces dimensions dans sa propre analyse. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que vos consultants soient convaincus avant qu'ils puissent convaincre vos clients, c'est ça? Alors, d'un autre côté, on est relativement confiant par rapport à ça, parce que lorsque nous avons défini notre mission, ce qui m'a surpris, ce qui nous a surpris, c'est l'adhésion extrêmement forte et la participation extrêmement forte de nos collaborateurs à ce projet. Donc, j'ai aucun doute sur le fait que, effectivement, c'est quelque chose qui se diffuse rapidement. Est-ce que de toute façon, les nouvelles règles européennes, la directive CSRD sur le reporting extra-financier, d'une façon ou d'une autre, vous oblige pas à le faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, alors, certes, aujourd'hui, c'est pour les très grandes entreprises, mais on sait que petit à petit, ça va descendre jusqu'au PME coté. Donc, l'approche française et européenne des choses est souvent par le réglementaire, vous le savez. L'approche anglo-saxonne est plutôt par l'incitation. J'espère qu'on trouvera une bonne combinaison entre les deux. Vous avez raison, le réglementaire va imposer, et impose déjà pour des entreprises d'une certaine taille, on va dire pour faire simple, les entreprises qui font plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui ont plus de 250 collaborateurs ou 25 millions de total bilan, à intégrer cette dimension RSE dans leur approche. Et puis toute la chaîne de valeur, que ce soit les grands donneurs d'ordre ou les fournisseurs de ces entreprises, sont bien évidemment de manière plus ou moins directe également impactés. Oui, c'est-à-dire que même, même une PME non cotée qui potentiellement n'est pas concernée par la directive CSRD, elle va l'être par effet domino, quoi. Oui, ça, au travers des appels d'offres auxquels elle va certainement répondre, ou dans le cadre de la relation qu'elle a avec ses propres clients ou ses propres fournisseurs parfois. Donc ça veut dire qu'il faut s'y préparer. Il faut impérativement s'y préparer, mais ne pas l'intégrer sous l'angle de la contrainte, mais sous l'angle de l'opportunité. Merci beaucoup, merci Franck Gledel et à bientôt sur Be-Smart for Change. On passe au zoom de ce Smart Impact, les attentes des consommateurs et des entreprises en matière de politique RSE, justement une grande enquête dans 10 pays à découvrir. Le zoom de ce Smart Impact, on va décortiquer les attentes des consommateurs, des entreprises en matière de politique RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Mon invité, c'est Xavier Houot. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes associé au cabinet Bain & Compagnie, expert durabilité et responsabilité. Alors, on va dévoiler les résultats d'une étude que vous avez menée auprès de 19 000 personnes dans 10 pays différents. Un mot quand même de Bain & Compagnie, quels sont vos métiers? C'est quoi l'activité de Bain & Compagnie? Alors, Bain & Compagnie est un cabinet de conseil en stratégie, un cabinet international présent dans un grand nombre de pays, y compris ici bien sûr en France. Et nos métiers, c'est d'accompagner les entreprises de tous les secteurs dans leur transition, au pluriel, élaboration stratégique et transformation de leurs opérations, y compris le digital. Dans leur transition, c'est l'ADN de l'entreprise depuis sa création il y a quoi, une cinquantaine d'années, ou alors c'est quand même un objectif, notamment sur la partie environnementale et sociétale, un nouvel objectif, et si oui, depuis quand? Alors ça fait une quinzaine d'années que Bain & Compagnie a ajouté à son portefeuille d'offres vraiment des spécialités autour de l'accompagnement de la transformation écologique, sociétale, durabilité. Ouais. En revanche, ça fait une cinquantaine d'années que le cabinet existe pour accompagner les transitions stratégiques de ses clients. Ça, c'est un principe de base. La transformation d'une entreprise, ça fait partie de sa pérennité, on va dire ça comme ça. J'ai vu en préparant l'émission que vous avez créé un outil qui s'appelle le Net Zero Navigator. De quoi il s'agit? Alors, c'est un outil en fait qui sert à aider nos clients à naviguer les questions du carbone. Donc, cet outil permet à nos clients et nous, avec nos clients, de travailler à l'objectivation, à la quantification de leur empreinte carbone et d'accélérer l'identification des gisements de réduction de ce carbone et de trouver la façon de réaliser leur décarbonation de leurs empreintes, de leur périmètre à eux-mêmes et aussi de leurs achats et de leurs clients en accélérant leur prise de décision. En fait, c'est un outil sur base d'intelligence artificielle qui permet, sur la base de bases de données techniques. Donc on entre les données de l'entreprise. Alors même en connaissant des données même parfois assez limitées sur l'entreprise, son secteur, sa taille, l'outil permet déjà d'avoir une première estimation de l'empreinte carbone de l'entreprise pour accélérer l'échange et identifier les gisements principaux pour décarboner et ensuite d'en comprendre le coût-bénéfice. Et ça permet de faire de la circularité, un pilier stratégique? Alors souvent, dans beaucoup de secteurs... C'est souvent ce qui ressort, quoi. La circularité, l'électrification, la décarbonation des usages, le recours aux énergies à bas carbone comme le renouvelable,
durables apparaissent comme des leviers importants, mais la circularité est un sujet essentiel. Quand Ben anime par exemple au sein du Forum économique mondial à Davos, des tables rondes sur la circularité, on est le partenaire. On était il y a quelques semaines à New York pour la Climate Week. Le sujet de la circularité est essentiel. Pourquoi ? Parce qu'il permet de décarboner. Et en même temps, il permet de contribuer à servir les clients d'une manière absolument performante pour eux. Donc on voit que la circularité émerge comme un sujet stratégique, décarbonant et à la fois permettant de garder l'intimité client, de permettre des économies financières. Et donc c'est un beau sujet. Et puis parfois de transformer des déchets en ressources, ce qui est quand même un élément gagnant-gagnant. Alors je viens à cette étude menée donc auprès de 19 000 personnes dans 10 pays, États-Unis, Royaume-Uni, Pays-Bas, Brésil, Allemagne, France, Italie, Japon et Indonésie. Déjà, l'objectif, pourquoi une telle étude ? Alors, pourquoi ? En fait, Bain, on est une entreprise qui aime apporter de la donnée, des chiffres. Donc, on aime apporter des éléments tangibles. D'ailleurs, nos clients apprécient beaucoup ces études. Et donc, on aime avoir donné de la réalité derrière les tendances que nous observons. Donc, on mène ce genre d'études plusieurs fois, chaque année, sur différentes thématiques. Pourquoi cette étude tous les ans, auprès d'une vingtaine de milliers de citoyens du monde ? Parce qu'on a envie de prendre la température, année après année, de la manière dont les citoyens du monde choisissent leurs fournisseurs, adoptent des modes de vie plus ou moins responsables, quels sont les freins qu'ils ont, quelles sont les thématiques qui émergent. Et donc, grâce à cette étude, on peut prendre comme une forme de température. Et comme vous l'avez cité, on cherche à avoir une variété de pays, de types d'économies, et les leçons sont assez intéressantes. Oui, à la fois auprès des consommateurs, mais aussi de cadres qui peuvent être évidemment dans des centrales d'achat ou au cœur de ces enjeux de circularité et de durabilité. Je donne un premier résultat de cette étude sur les préoccupations des citoyens. 60% d'entre eux, donc on est dans 10 pays, plus préoccupés par le changement climatique qu'ils ne l'étaient il y a 2 ans. Et alors, ce que je trouve intéressant, si on rentre un peu dans le détail, souvent, c'est lié à des expériences personnelles. Ils ont vécu un épisode météorologique extrême. Absolument. L'étude 2024 est très intéressante à ce sujet. Ça fait vraiment 2 ans qu'on voit une accélération de cette prise de conscience, notamment intellectuelle et mentale, mais y compris sa traduction dans les actes d'achat. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on vote avec notre carte bancaire ? Alors pour l'instant, les gens expriment dans l'étude qu'ils achètent avec les émotions qu'ils ont ressenties en voyant ces sécheresses, ces manifestations climatiques extrêmes. Et dans l'ensemble des pays du monde, c'est le sujet numéro 1, la thématique numéro 1 qui fait que les personnes confessent ou expriment avoir modifié leur comportement d'achat. C'est le fait d'avoir touché de manière très personnelle le changement, beaucoup plus que les informations qu'ils peuvent recevoir par les médias. Oui, mais alors, je vous avoue que ça m'a surpris cette tendance parce qu'on sort de 2 années d'inflation. Et qu'on l'a vu notamment sur le marché du bio. On a vu que l'un des effets collatéraux de cette inflation, c'est une rétraction du marché du bio. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire, ça ? Alors, l'étude regarde aussi sur l'appétence à payer. Donc, dans les pays économie émergente, on voit dans l'étude que plus de 50% des consommateurs ou des citoyens sondés reconnaissent qu'ils perçoivent encore un mode de vie durable comme plus cher. C'est 36% dans les économies plus développées. Donc le facteur de prix est important. Il est aussi vu comme un facteur d'économie, c'est-à-dire quand on change ses modes de transport, son alimentation, la façon dont on chauffe et où on refroidit sa domicile sont aussi des manières d'économiser de l'argent. Donc c'est en train d'évoluer. Il y a quelques années, la caricature était beaucoup plus forte où on associait plus simplement, plus facilement des modes de comportement d'achat durable avec un mode de vie plus onéreux. C'est en train d'évoluer, mais ça reste un élément très important. Dans cette étude, je le disais, vous avez également interrogé des cadres d'entreprise, notamment sur la relation entre fournisseurs et clients. Quelles leçons principales en ressort ? Il y a 2-3 leçons très importantes qui ressortent. On a étudié 500 cadres, à la fois des acheteurs et des vendeurs dans le monde business to business. Ce qui est intéressant, c'est 85% des entreprises qui sont des vendeurs, des fournisseurs de solutions expriment qu'elles considèrent que leur entreprise est capable de rencontrer les attentes de leurs clients en matière de durabilité, donc assez satisfaits de leur offre et de leur capacité à l'exprimer. En revanche, seulement 53% des clients, eux, expriment que leurs attentes sont satisfaites. On sent qu'il y a un certain niveau, un besoin d'écoute, à minima. Ou alors on se voit un peu plus beau qu'on est, quoi. Certainement. Et par ailleurs, on voit aussi que les entreprises, les fournisseurs, les équipes commerciales de ces entreprises ne sont pas assez équipées, elles le reconnaissent, pour articuler la valeur ajoutée environnementale ou sociale, pour
pour la démontrer. Et les clients, pour une bonne partie d'entre eux, considèrent que les attentes qu'elles ont en matière de décarbonation, qui sont principales pour 70% d'entre eux, ne sont pas suffisamment rencontrées. Donc ce que l'étude montre, c'est qu'il y a un besoin de réajustement, en tous les cas, pour que les fournisseurs écoutent mieux leurs clients et soient plus en capacité d'objectiver, de quantifier l'impact de leurs solutions pour rencontrer les attentes de leurs clients. Un autre résultat de l'étude qui rejoint ce que vous nous dites, 36% pour les acheteurs justement B2B, 36% qui déclarent qu'ils quitteraient un fournisseur qui ne répond pas à leurs attentes en matière de développement durable. Est-ce qu'il y a des différences selon les pays? Est-ce que dans votre étude, vous êtes allé, vous avez cette finesse d'analyse? Alors sur cette étude-ci, B2B, l'approche était plus sectorielle que géographique. Okay. C'est quelque chose qu'on a reconnu dans l'ensemble des secteurs qu'on a pu sonder. C'est que le sujet devient sérieux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus uniquement de faire appel à des fournisseurs qui soient responsables, dont les pratiques sont reconnues comme respectueuses. C'est très bien, c'est nécessaire. Mais maintenant, ce qui est acheté, c'est de la performance. Donc les clients cherchent vraiment à acheter de la part de leurs fournisseurs des offres, des technologies, des produits, des services dont ils sont capables de mesurer l'impact sur leur propre stratégie RSE. Donc le niveau de jeu s'élève et dans l'ensemble des secteurs. Oui, et alors je reviens sur ce que vous nous disiez sur le fait qu'il y a beaucoup de cadres commerciaux qui se disent on n'est pas suffisamment armé ou pas capable d'articuler ces impacts positifs. Est-ce qu'il y a la crainte d'être attaqué sur autre chose? Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas être parfait sur tout, l'entreprise parfaite n'existe pas. Nous, on dit très souvent ici que l'important, c'est la trajectoire qu'une entreprise a décidé de prendre. Est-ce que le frein, vous l'identifiez comme tel? Alors, la crainte d'être critiqué sur un aspect de son activité fait qu'on ne communique pas sur le reste, quoi. Nous, ce qu'on a plutôt vu dans l'étude et ce qu'on observe en travaillant avec nos clients sur ces sujets, c'est que c'est plutôt un travail peut-être un manque de données quantitatives. C'est-à-dire que les entreprises qui vendent leurs solutions, peut-être, n'ont pas toujours la capacité à objectiver l'empreinte carbone qu'ils vont permettre d'améliorer auprès de leurs clients, ou la circularité qu'ils vont permettre de rencontrer, d'améliorer, plus qu'une appréhension. Donc par exemple, j'étais juste avant de rejoindre chez Bain, j'étais pendant 10 ans chez Schneider Electric, groupe industriel français, et je faisais partie des équipes qui cherchaient à objectiver justement la façon dont les offres de Schneider Electric apportent de la valeur à leurs clients. Donc c'est un travail qui requiert un travail d'écoute, de compréhension dans les bâtiments, dans les industries, les data centers, comment ces offres apportent de la valeur à leurs clients. Et donc quand le travail de quantification se fait, l'élaboration d'une valeur ajoutée durable pour les entreprises est plus facilement réalisable. Merci beaucoup Xavier Houot et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Start-up tout de suite, c'est parti. Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux start-up éco-responsables avec Paul Gapani, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur d'Habitus Drink, vous l'avez créé en 2017 avec Jérôme Henry et Oriane Guillemet, et surtout avec quelle idée? Racontez-moi. Alors, Habitus Drink, c'est une marque de boisson où on a remplacé le sucre par des épices pour booster les saveurs du repas et apporter les bienfaits des plantes dans une canette prête à boire. D'où vient cette brillante idée? C'est que dans notre première vie, mes associés et moi, on est ingénieurs paysagistes. Oui. Et en fait, le midi, quand j'ai créé ma première entreprise, il y a 12 ans, je prends comme tout le monde un sandwich dans une boulangerie et on me propose éternellement des boissons sucrées parce qu'on veut une boisson qui a du goût pour se faire plaisir. Et moi, je suis très sensible à ces sujets-là, donc je me faisais mes propres boissons pour éviter de boire du sucre. Je vais une mini-animation un petit peu pour expliquer. Vous êtes venu avec des sucres en fait. C'est ça en fait. Quand on prend un repas dans une boulangerie aujourd'hui, si on vous prenez n'importe quel type de soda ou des jus de fruits en canette, vous avez en moyenne ça de sucre dedans. Si vous prenez les nouvelles boissons... Montez-le assez haut parce que sinon on ne voit pas. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a dans des boissons... Dans un soda. Voilà, dans un soda ou des jus de fruits en canette. Tout ce que vous avez dans les formules repas. Okay. Il y a des nouvelles marques dans les grands groupes qui vous séduisent, on en a mis moins. Donc là, vous avez quelques jus de fruits, vous avez encore tout ça de sucre. Okay. Et les dernières, vous arrivez encore à enlever un petit peu, mais vous avez toujours au moins 12 grammes. Et nous, ce que j'essaye vraiment d'expliquer, c'est que l'OMS recommande 25 grammes de sucre par jour. Oui. Et avec une canette dans son repas le midi, on a déjà plus de la moitié ou les 3/4 de cet apport de sucre. Et vraiment, nous, le combat, c'est d'essayer de dire comment on peut se faire plaisir avec des boissons de qualité qui soient accessibles, avec pas de sucre et des saveurs. Alors, comment? Donc ça, c'est l'idée de départ, le constat, il est ultra frappant. Donc vous vous dites, il faut bannir le sucre, ou en tout cas le réduire au maximum de nos boissons. Alors,
quelles plantes, quelles épices vous avez choisies? Alors, en tant qu'ingénieur paysagiste, nous, on est reparti de tout ce qui était les infusions à base de plantes, parce qu'on a vraiment des super saveurs. Le sujet, c'est que les goûts sont souvent amers, acides, astringents. Donc, on a travaillé avec des épices pour équilibrer les goûts. On a travaillé avec des chefs, avec des sommeliers, un peu comme ils font les vins, c'est-à-dire avec des assemblages, avec des infusions. Enfin, le travail a été très complexe. Ça nous a pris 3 ans de recherche et développement, parce que ce qu'on dit beaucoup, c'est que le sucre est un exhausteur de goût, mais c'est aussi un super conservateur. Et quand on veut faire de la boisson sans sucre qui soit accessible, on a tout un travail aussi sur le contenant pour que ça soit facile à travailler et à stocker. Ouais. Et on a réussi au bout de 3 années à vraiment proposer des boissons qui soient 100% sur yucca, 0 sucre, 0 édulcorant et qui est vraiment du goût pour apporter des saveurs au Alors, quotidien. on trouve quel goût ou quelle gamme? On a aujourd'hui 3 produits. Une première qui s'appelle Détox, hibiscus, menthe poivrée. Une deuxième qu'on a appelée Stimulus, qui est à base de thym citronné, de bardane et curcuma. Et la troisième qu'on a baptisée Relax, qui aide à la digestion, qui va être plutôt mélisse, cannelle, cardamome. De toute façon, pour avoir fait des milliers d'animations, la meilleure façon, ça reste de les goûter. Ouais. C'est forcément un bon pitch commercial, mais quand on veut sortir du sucre en voulant avoir du goût, ce qui est vraiment la demande des gens, c'est-à-dire que le midi, quand ils en ont marre de boire de l'eau, ils veulent prendre une boisson plaisir. Et on leur propose aussi maintenant du sucre ou de l'édulcoré, ce qui est pas meilleur pour la santé. Ouais. Et nous, on a vraiment cherché à dire, nos épices, en fait, s'associent avec la nourriture pour faire des nouvelles saveurs. Donc moi, je suis gourmand, j'aime ma pizza des fois le midi, mais pizza au coca, c'est vraiment un apport calorique qui est terrible. Et une pizza avec, par exemple, un habitus, vous vous rendrez compte que les épices dont j'ai parlé vont venir s'associer avec la nourriture pour vraiment faire redécouvrir son quotidien. Et c'est vraiment ça qu'on va apporter. On veut pas parler de sang, on veut plutôt parler de booster les saveurs. On peut faire autrement qu'avec le sucre. Pourquoi Habitus? C'est quoi ce nom? Alors, habitus, ça connecte avec toujours pareil le métier du paysage, des plantes, c'est-à-dire que ça vient du latin, ça veut dire manière d'être. Et l'idée qui est derrière, c'est je suis comme je me nourris. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, aujourd'hui, on parle, l'actualité du diabète, du surpoids, des maladies de société, tout le monde en est conscient. On le constate partout autour de nous, l'explosion du diabète et des maladies associées. Il faut voir que en 25 ans, les tranches de jeunes, il faut 4 fois plus d'obèses dans les 17-24 ans et même encore x3 dans la classe d'âge supérieure. Et donc, nous, on ne peut pas se résoudre à ça. Et c'est pour ça qu'on a vraiment essayé d'apporter quelque chose de nouveau. Dernier mot, vous en êtes où de votre développement aujourd'hui, mode de distribution d'Habitus? Alors, on a fait beaucoup de tests dans le Grand Ouest, parce que moi, je suis breton, avec des super retours. Aujourd'hui, on est au stade où on veut passer l'échelle nationale. Donc, on cherche à la fois cette tribune me sert aussi à dire qu'on cherche des partenaires, des industriels, des commerciaux, des investisseurs. Parce que le combat du sans sucre dans le marché mass market, ce que je tiens à dire, c'est qu'on est abordable. On se vend entre 1 euro et 1,50 €. Donc, c'est un produit qui touche tout le monde et pas toujours un produit réservé aux classes sociales favorisées. Donc on est à la recherche aussi de gens pour nous accompagner dans ce déploiement national et international. Merci beaucoup Paul Gapani et bon vent à Habitus Drink. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. Salut.